Alors aujourd'hui, on va parler de défis et réussites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes artiste, eh bien, vous pouvez avoir beaucoup de réussites parce que une vente, parce que vous rencontrez quelqu'un qui vous apporte quelque chose d'intéressant pour la suite. Mais vous avez aussi des défis. Et je pense que tout le monde en a eu, des petits, des grands, des moyens. Et c'est quoi en fait? C'est des problématiques que vous avez pu rencontrer au cours de l'activité artistique. Donc on va en lister quelques-unes. Donc c'est complètement évidemment personnel par rapport à Émilie et moi-même. Mais voilà, il y Ce a sont des toutes des histoires c'est vrai, véridiques. voilà. Hein. C'est vraiment tiré de faits réels, comme on peut dire dans les films. Donc on va faire un petit jeu. On va en fait vous montrer La liste. la liste. Alors par exemple, là on va parler vraiment d'opportunités et voilà d'opportunités sur l'avenir et Les le opportunités fait en que fait tu as qu'on a rencontré. rencontrées. Voilà. Et donc cette liste-là, Gilles va vous donner une sorte de sondage et grâce au chat, vous allez un petit peu lister la première question ou en tout cas la première histoire que vous voulez qu'on aborde. Et comme ça, on va en faire, on va essayer. On va pas toutes les faire, ça sera pas possible parce qu'il y a aussi pas les échecs, mais il y a aussi le pendant des opportunités. Donc il y a 2 listes en fait. Donc pour la première liste, il y a 10 choix cochés et on va attendre 1 minute et on va voir quelle est Voilà, selon enfin, vous tu peux l'histoire. déjà lire en fait vite fait Voilà, les. Alors pendant que voilà, je lis, vous pouvez voter, hein, voilà, comme ça au moins. votez à droite. C'est ça. Vous avez à droite, normalement sur votre écran, un petit bouton qui vous permet de voter. En fait, il faut cliquer sur le numéro, c'est C'est ça? ça. Voilà. Déjà, on C'est commence. ça. Donc en fait, la première histoire, j'ai un projet photo pour donner vie à mes portraits. Donc ça, c'était pour une exposition à Minsk en 2013. Pour la deuxième histoire, j'ai un vernissage en dessin animé qui a été publié sur YouTube en 2013. Une exposition à l'hôtel Carlton à Cannes. En quatrième position, j'ai mes tableaux dans un jeu vidéo. C'est drôle, mais c'est vrai. Ensuite, dans cinquième position, j'ai l'achat de 30 tableaux par un seul et même client. Oui, ça aussi, c'est possible. En sixième position, j'ai mes tableaux à la télé. En septième position, j'ai ma collaboration avec une chaîne de magasins britannique en 2009. Et pour vous citer la chaîne de magasins, c'est en fait Habitat. Voilà, c'est pas le concurrent d'IKEA, mais bon, c'est un peu plus haut de gamme que IKEA. Ensuite, en huitième, vous avez 3 modèles inspirants, Claude Viala, Jean-Luc Ledin et Nelly Rodi. Voilà, 3 personnes qui ont fait partie de mon parcours artistique. Neuvième point dans la liste, ma rencontre avec une célèbre blogueuse mode en 2006, qui a été déterminante aussi pour mon parcours dans le web. Et en 10e position, j'ai un rendez-vous surprenant avec un galeriste parisien. Voilà, ça c'était en 2011. Alors moi, je choisis le 10. Alors là, on a je ne sais pas si vous voyez donc les différentes réponses. Alors on a, alors ça bouge encore, donc on va attendre un petit peu parce que voilà, faites-vous plaisir hein, sur votez. les numéros, votez. On peut faire un seul choix. Oui, Stéphanie, bien sûr. Bien sûr, fais un Bien seul sûr, choix. sinon Et c'est pas après, drôle. de toute façon, on va faire pour les opportunités. Je pense qu'on va faire 3 histoires. Donc, la première histoire que vous voulez qu'on raconte en premier. Du coup, donnez-nous votre premier numéro, le numéro gagnant. Et puis ensuite, on en fera un deuxième et puis un troisième. Puis après, on verra plutôt les aventures moins réussies. Voilà, alors là, il vous reste 2 secondes et demie avant que je finisse, on va dire le petit pôle, les Moi, je questions. crois que la question 5, elle plaît beaucoup. Hein. Tac. Alors là, on est à 35% sur la 5, donc l'achat de 30 tableaux. On est à 25% sur la 3, donc une expédition de Tal Carlton. 20% sur la 10. Voilà, donc on va commencer par ces 3-là. Après, il y en a 2. Il y a la 2, un vernissage en dessin animé aussi. Mmh. Voilà. Donc il y a 5, 3 et 5, 3 et 10. 10. Voilà, 5, 3 et 10. Ouais. Et puis après, il y a eu aussi donc la 2. Voilà. Voilà, un vernissage en dessin animé. Voilà, on verra si on a le temps de le faire, si on a le temps de raconter les 4 histoires, parce qu'après, il y a une deuxième liste aussi. Donc, voilà. Ah oui, non, mais c'est tout à fait ce que j'ai compris. J'ai bien compris que vous ne pouviez faire qu'un seul choix. C'était le concept, en fait. Bon, alors, je laisse Émilie raconter. Alors, donc, selon vos votes, c'est la numéro 5 qui a gagné. Donc, c'est l'achat de 30 tableaux par un seul et même client. Oui, alors ça s'est déroulé donc à Londres en 2016, quand on était avec Gilles, quand on habitait
en Angleterre. On habitait au nord de Londres. On a vécu 4 ans, 4 Ouais. ans là-bas. On est parti un peu avant le En Brexit. plus, tu me demandes. Je me rappelle plus si c'était pour 4 ans, 5 ans. Enfin, et donc, on est parti un peu avant le Brexit. Et c'est vrai qu'en 2016, ça faisait déjà, ça faisait un petit moment qu'on était en Angleterre. Et en fait, j'avais démarché les galeries, comme je vous indique de le faire régulièrement. Voilà, quand je suis arrivée en Angleterre, c'est ce que j'ai fait puisque je n'avais pas de clients anglais et ni de contact anglais. Donc, du coup, j'ai démarché les galeries. Il y a une galerie qui m'a ouvert ses portes. Et donc, à la suite de ça, en fait, j'ai exposé tout ça. Après, je vous passe les détails de l'exposition dans la galerie parce que c'est pas ça le but de l'histoire. Et puis un jour, je reçois un petit email d'une personne qui me dit voilà, je vous ai découvert Via ton site Émilie Paris. via d'abord la galerie. Il avait vu des vrais tableaux. Oui, parce oui, que mais ça- il avait écrit sur le site, en C'est fait, ça. directement. Oui, il avait écrit directement via mon site internet. Il n'avait pas écrit sur les réseaux sociaux. Et en fait, il m'avait découvert parce que sa femme exposait dans la galerie où j'exposais moi-même. Donc, on était toutes les deux artistes. Et donc, lui, il avait découvert mon travail. Et en fait, il souhaitait être une sorte de porteur d'affaires pour les artistes. Et donc, proposer aussi à d'autres clients des tableaux d'artistes. Et il avait bien, enfin, avec sa femme, pour le coup, là, c'était pas un fake. Il avait bien flashé sur mes tableaux. Et donc, du coup, il nous donne un premier rendez-vous dans un hôtel à Londres pour qu'on se rencontre. Parce que nous, Un petit hôtel sympa avec piscine. c'est ça. C'était sympa. Pour qu'on se rencontre et puis qu'on discute éventuellement d'une future collaboration et peut-être d'acquisition. Donc, c'est ce qu'il m'avait dit lors du mail. Et donc, on était allés. Donc, j'avais pris mon portfolio, j'avais pris aussi d'autres tableaux. J'en avais pris 2 ou 3 petits qui rentrent dans des sacs, vous voyez. Et puis, en fait, on a eu un super accueil. La personne était vraiment très, très emballée par notre travail, par mon travail et tout. Et en fait, c'était pour effectivement créer des expositions différemment en fait de la galerie, c'est-à-dire que lui, il cherchait plutôt des lieux où mettre les tableaux. Et en fait, ce qu'il voulait, c'est dans un premier temps, c'était acheter les tableaux. Donc, et quand on lui a quand on lui a donné le lien du portfolio, il en a choisi 30. Voilà, donc des fois, c'est bien d'avoir un portfolio aussi un peu garni parce que quand on n'a que quelques toiles, c'est vrai que ça. Donc c'est vrai que ça fait un gros chèque à la fin. Bon, on avait fait quand même un petit prix parce que du coup, Après, il il allait les avait revendre pris. derrière en Voilà. édition, voilà. Donc On avait fait un prix un peu c'était une intéressant, sorte, mais voilà. c'était quand même toujours un gros chèque. C'est clair. Et donc voilà, donc ça c'était pour un petit peu raconter que tout est possible et que c'est vrai que démarcher des galeries, moi c'est ce que je revendique et donc n'hésitez pas à le faire parce que des fois ça peut être aussi un artiste qui peut du coup être aussi acquéreur de vos créations. Il n'y a pas que les gens extérieurs à la galerie, il y a aussi des gens internes. Donc voilà, c'était pour vous montrer Enfin, que tout le monde peut être intéressé. C'est vraiment oui, une voilà, question c'est de ça, c'est ça. rencontre et de Et que réseau. des artistes peuvent aussi, vous voyez, comment dire? Investir, puisque là, c'était pour le coup, sa femme était artiste, lui, plus ou moins parce que, il était un peu dans la partie aussi. Mais donc voilà, donc c'était une petite anecdote, bien sympa. En tout cas, quand ça arrive, ça donne le sourire. Alors, la prochaine, c'est la 3. Donc, la 3, c'est laquelle? Je sais plus. C'était une exposition à l'hôtel Voilà. Carlton. Donc, Passion Hôtel, oui, Nadège, j'ai bien compris. Juste entre nous. D'accord. Donc oui, Gaël me dit super rencontre. Est-ce que tu peux mettre le chat que je puisse voilà, merci. Parce que du coup, je voyais pas vos. Donc merci Gaël, Sophie. C'est vrai que ça paraît impossible, n'importe où pareil, il faut y croire en fait. Ben oui, c'est vrai que sur le coup, on est toujours un petit peu réticent quand on découvre, bon voilà, mais après, il n'y a pas que des fakes, il n'y a pas que des gens malhonnêtes, il y a aussi des gens qui sont très, voilà, qui investissent dans l'art et qui croient à fond. Et donc voilà, c'était aussi pour vous montrer ça, qu'il y a des gens aussi qui n'hésitent pas à investir à fond, quoi. Alors, j'avais un petit mot de Florence. Oui, Mais les galeries ne sont-elles pas intéressées par des artistes déjà connus? Non, parce Non. qu'il y a un moment, il faut bien commencer. C'est ça. Et donc, au début, en fait, ce qu'ils font, c'est que. Alors, après, tu as évidemment des mecs qui rapportent beaucoup d'argent parce qu'ils ont pris des gros artistes. Mais maintenant, les artistes, les grands artistes qui fonctionnent très bien, il n'y en a pas 25 000. Et pourtant, il y a beaucoup de galeries. Donc, il faut bien qu'ils commencent par des gens dont ils apprécient le travail, dont ils apprécient les œuvres artistiques. Et donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est pas parce que vous venez de débuter que vous n'allez pas être pris en galerie.
Ça va dépendre de la rencontre avec le galeriste. Et du ça va coup de dépendre cœur du sur votre feeling, du travail. coup de cœur sur votre travail, puis du coup de cœur sur l'artiste. C'est pour ça Et puis ça qu'on… dépend aussi s'il y a de la place quand vous postulez. C'est-à-dire qu'en fait, dans une galerie, il y a toujours des départs et des arrivées parce que c'est un peu toujours en mouvement, en évolution, une galerie. Donc c'est vrai que quand on tombe au bon moment et que le galeriste est en recherche de nouvelles têtes ou de nouveaux artistes, bon, ben là, on tombe bien si en plus on correspond à la famille d'artistes qu'ils recherchent. Donc ça, c'est là-dessus, les galeries, il y a plusieurs paramètres en fait quand ils acceptent un artiste. C'est qu'il y a différents paramètres à intégrer. Mais je pense que de toute façon, les galeries ne sont pas fermées aux nouveaux artistes. Ça non, parce qu'en fait, les galeristes, des fois, ils aiment bien aussi investir dans un nouvel artiste qui va monter. Donc ça, c'est pour eux, c'est aussi une sorte de, je prends un nouveau cheval et puis c'est moi comment dire, Oui, qui va l'élever, qui quoi. vais l'élever pour qu'ensuite il explose, quoi. Et le fait aussi d'avoir démarré dans une galerie et après dire voilà, j'ai commencé par ça, ça peut faire aussi de la pub à la galerie. Donc du coup, voilà, non, là-dessus, il Non, faut parce pas que de toute se, façon, il faut pas se Émilie, braquer sur. Émilie, elle a commencé aussi dans une galerie. C'était vraiment. Et là, il y a Françoise qui pose une question pour le rendez-vous galerie. En fait, là, il y a beaucoup de choses sur les bouquins, sur les expositions et les galeries de l'artiste. Il y a pas mal d'informations Oui. sur ces éléments-là. Après, c'est vrai que tu peux pas te pointer à la galerie avec tes tableaux comme ça, genre oui, est-ce que tu me prends ou pas? Non. Ça passe pas du tout comme ça. Donc, bon, après, voilà, c'est un autre sujet. Voilà, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai qu'un rendez-vous, ça se prépare. Et après, si tu as besoin qu'on le voit ensemble, tu n'hésites pas parce que c'est vrai que, bon, là, 2022, 2021, c'est un peu compliqué pour les galeries, quoique ils recommencent un petit peu à reprendre un petit peu voilà, de l'élan. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter. Donc, du coup, s'il y a des gens qui sont vraiment intéressés par ça et par cette préparation-là, moi, je peux tout à fait vous partager, en tout cas, ma façon de faire. Donc, voilà. Alors, on était au Carlton, c'est ça? Ouais, c'était le Carlton. Alors, pour l'hôtel Carlton, comment ça s'est passé? À l'époque, j'étais donc encore dans une galerie à Cannes. Et en fait, ils cherchaient un artiste pour le Carlton, ils cherchaient un artiste qui avait travaillé sur Marilyn Monroe, puisque au même moment, au Festival de Cannes, l'effigie, en tout cas à l'affiche du Festival de Cannes, ils avaient mis la tête de Marilyn. Et donc, ils voulaient certains hôtels avaient décidé de faire une sorte d'unité d'harmonisation avec le Festival de Cannes et donc souhaitaient un artiste qui avait fait Marilyn. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai été proposée. Le galeriste m'a donc proposé au Carlton en disant, voilà, cet artiste qui est chez moi a fait plusieurs Marilyn. Est-ce que ça vous intéresse? Et donc, c'est comme ça, en fait, que je me suis retrouvée à exposer au Carlton, je crois une quinzaine de toiles. Alors, j'avais tout prévu, c'est-à-dire j'avais pensé à Marilyn sous toutes ses coutures, dans un côté un peu vintage et tout. Sauf que le galeriste ne m'avait pas donné l'information principale qui était que le Carlton est immense. Voilà. Et que donc mes tableaux que j'avais fait, même des 80-80, ils paraissaient mais minuscules sur le mur du Carlton. Donc du coup, moi j'ai trouvé l'exposition jolie, mais je trouvais que mes tableaux étaient un peu petits quand même par rapport au mur. Mais après, l'exposition a eu une belle retombée, c'est-à-dire que j'ai eu des publications dans la presse, j'ai été citée sur plusieurs blogs qui parlaient du Festival de Cannes, parce que voilà, ils mettaient chaque fois en rapport avec des événements qui étaient autour de Marilyn, donc moi j'étais citée. Donc c'est vrai que ça avait fait un peu d'effervescence quand même, cette exposition, et j'en ai été très, très satisfaite. Donc ça avait été un bel événement promu par mon galeriste. Bon, c'est beaucoup Émilie qui parle aujourd'hui parce que ce sont trucs. Je vous parlerai pour après pour les défis parce que c'est plutôt moi qui ai géré cette partie. Alors, Est-ce qu'il y a des petites questions dans le chat? Alors attends, ce que je vais répondre à Béatrice. Béatrice qui pose beaucoup de questions ce soir. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, on va regarder. Donc c'était le 10 et le 2. Donc le 10, le rendez-vous surprenant. Et après le 2, le vernissage au dessin animé. Donc le rendez-vous surprenant, ça c'est marrant. Alors, pour répondre, alors attends, hop là, je m'enlève du slide. Tac. Alors pour répondre à Béatrice, alors il ne revendait pas d'édition, il achetait des œuvres originales peintes tableau. Donc il n'y avait pas de problématique de droit d'auteur ou quoi que ce soit. Ensuite, la galerie n'a rien touché puisque c'était en accord. C'était à l'extérieur de la galerie. C'est à l'extérieur de la galerie. Donc c'était quelqu'un qui arrivait, qui disait ouais, j'ai une galerie dans telle région, qui n'était pas du tout la région dans laquelle se trouvait la galerie. Donc voilà. Et après, je ne te cache pas qu'on a quand même négocié le truc avec les deux galeries pour pas qu'il y ait de problématique,
pour qu'il y ait des contrats qui soient vraiment considérés, enfin voilà, et qu'on ne fasse pas de la concurrence. Voilà, qu'on ne fasse pas la concurrence loyale ou déloyale, mais qu'il n'y ait pas de problématique par rapport à oui, mais toi, tu l'as vendu là, mais en fait, c'est moi qui voulais, je l'ai vu, mais en fait, non. Donc voilà. En gros, l'idée, c'est de bien se cadrer. Et nous, on est comme ça, c'est-à-dire que ceux qui nous connaissent, ils savent très bien qu'on est hyper cool, mais faut pas qu'on est réglo. Voilà, mais faut pas nous embêter, mais on est hyper réglo, donc on est très contrat, très machin, parce que c'est hyper important. Après, un contrat, c'est valable simplement s'il y a des problématiques, s'il y a des problèmes derrière, s'il y a des incompréhensions. Et justement, l'idée, c'est de pouvoir dire dès le début. Et il y a aussi un autre truc, c'est que, et je parle, et après je m'arrêterai, c'est que quand vous venez chez quelqu'un avec un contrat ou que vous avez, ou que vous allez vous négocier avec quelqu'un, si vous avez un contrat pour dire ouais, moi j'ai un truc d'apporteur d'affaires, tiens, moi j'ai un truc de bidule, tiens, moi j'ai un truc de cession de droit d'auteur, les gars, ils sont en face de vous, ils disent ouais, elle est carrée. Ah, il est carré, le gars. Surtout que vous ne passez pas pour des amateurs. Exactement, et ça veut dire ça fait pas du tout amateur. Le fait d'arriver avec une feuille en papier et de marquer trois listes dessus, non, c'est arrêtez. Il faut faire quelque chose de propre. Mais après, les contrats, ça vous permet aussi de dire, ok, non, qu'il est carré, il est suivi par des conseils, des avocats. Ça veut dire que c'est pas n'importe qui. Et ça, c'est en fait dans la tête de tout le monde. Quand vous rencontrez quelqu'un, les personnes se disent ah tiens, l'artiste, waouh, super, il est bien carré comme. Donc ça, c'est aussi l'image de marque. Oui, merci. Et on va passer à. Et pour Sophie, si on peint une personne célèbre, il n'y a pas aucun droit d'auteur concernant Marilyn. Alors après, effectivement, il y a des droits d'auteur, mais pour Marilyn, après, je sais pas trop parce qu'on est beaucoup d'artistes à la travailler, dont Andy Warhol. Donc, du coup, je pense que ce qui peut plus embêter, c'est moins le modèle, c'est plus le photographe. S'il est encore vivant, par exemple, et qu'ils disent voilà, j'ai pas envie que tu exploites ma photo, surtout si on la retrouve à l'exactitude sur ton tableau. Mais après, si tu rajoutes un univers bien à toi, qu'on ne reconnaît plus trop la patte du photographe, à ce moment-là, ça peut être moins problématique. Mais en fait, c'est pour les droits d'auteur et le copyright, pour des tableaux qui reprennent des photos ou des visuels, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que ça peut très bien passer comme ça peut très mal passer. Ça va être en fonction de l'avocat ou de l'avocate que vous avez. Et sachez que quand vous êtes jugé sur un tribunal en droit d'auteur, c'est-à-dire que deux avocates ou deux avocats peuvent exactement proposer la même chose, mais vous aurez peut-être pas forcément, deux juges. Vous avez un avocat qui va plaider, la même affaire. J'ai du mal aussi. Donc, une avocate plaider la même affaire devant deux juges différents, n'aura pas le même résultat. Vous n'aurez pas forcément le même résultat parce que c'est très subjectif aussi. Subjectif au niveau des droits d'auteur, au niveau de la cession, au niveau aussi des produits, des papiers produits, bon bref, donc c'est très complexe. On fera un webinaire spécial avec une avocate pour ça, parce que je pense que de toute façon, ça c'est prévu en atelier partage. Voilà. Et donc du coup, là pour le coup, vous aurez vraiment des réponses bien ciblées, surtout avec une spécialiste. Ouais. Alors, donc après, la dernière histoire, c'était la 10, et c'était avec le galeriste un peu étonnant. Alors, donc, effectivement, vous savez, je candidate souvent pour aller voir des galeries, et donc, du coup, là, j'obtiens un rendez-vous, parce que, bon, pour candidater, il faut toujours demander un rendez-vous par mail avant. Et donc, j'obtiens ce rendez-vous à la suite de mon mail, et donc, je me prépare, je prends toutes mes affaires, je prends tout ce dont j'ai besoin, quelques tableaux aussi qui rentrent dans les sacs. Et je me présente à la galerie. Et donc là, j'arrive place des Vosges, à Paris. Et là, j'ouvre la porte. Et en fait, je me trouve face à un gars. Et en fait, au début, j'ai cru que c'était pas le galeriste. Parce que le gars, je le connaissais, en fait. Et donc, comment ça, tu connaissais le gars? Ouais, je le connaissais. Et donc, du coup, j'arrive comme ça, je dis bonjour. Et puis, en fait, vous savez, quand vous vous préparez avant d'avoir un rendez-vous avec un galeriste, c'est un peu intimidé, un peu stressé, vous récitez un peu un scénario dans votre tête avant, vous vous préparez vraiment, mentalement. Et donc moi, voilà, j'ai tout préparé, mon scénario, mon texte, ce que j'allais dire en entrant et tout. Et en fait, le fait d'arriver et de voir cette personne que je connaissais, et comment je la connaissais, parce qu'en fait, je l'avais déjà vue à la télé. Et comment je l'avais déjà vue à la télé? En fait, quand j'étais jeune, on va dire 15-16 ans. Putain, il y a longtemps alors. Ouais, et je regardais une série qui s'appelait Jamais deux sans toi. C'était l'histoire que les gens de notre génération connaissent. Alors moi, je connaissais pas, mais peut-être les filles connaissent plus. Ouais, les filles, ouais. De filles.
Et en fait, c'était l'histoire d'un gars qui vivait chez deux nanas. Quel bonheur! Un truc dans ce genre. Voilà, jamais deux sans toi. Et donc ce gars, il s'appelait dans le film, enfin dans la série, il s'appelait Thomas. Voilà, si Toto. Voilà, Toto. Et donc j'arrive comme ça, et puis bon, bien sûr, il y avait eu des années qui s'étaient écoulées entre moi ado et quand je passais mon rendez-vous pour la galerie. Donc il devait y avoir peut-être 15 ans, hein, on va dire, même, voilà, un peu moins. Donc du coup, j'arrive et puis je vois cette personne et puis je fais ouais, OK. Et j'ai bonjour, est-ce que le galeriste est-ce que en fait, je savais pas trop parce que j'étais vraiment un peu du coup, parce que je voyais cette personne, j'ai tout de suite reconnu. J'ai dit: «Mais c'est un comédien lui, c'est qui c'est?» En fait, j'étais là dans ma tête, j'ai dit: «Mais c'est un canular ou quoi?» En plus, c'est la série que j'adore. Donc du coup, j'étais là et puis il me dit: «Oui, entrez, ah oui, c'est vous, je vous attendais et tout», et moi j'étais: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi?» Parce que là, je me retrouve face à un gars qui pour moi n'est pas galeriste puisque c'est un comédien. Et donc du coup, il regarde mon portfolio. Alors moi, j'étais complètement sur une autre planète, hein. C'est-à-dire que du coup, j'étais en mode fan et plus du tout en mode en mode je passe un entretien avec un galeriste. Donc j'avais un peu ce sourire comme ça, et j'étais un peu sur un autre truc parce que je me posais des tas de questions, mais qui avaient rien à voir avec mon portfolio, qui avaient rien à voir avec ce que je vivais au moment présent. Et donc du coup, l'entretien se passe quand même très bien. Et puis il me dit: «Bah, écoutez, vraiment, ouais, OK, on va donc entamer une collaboration. Est-ce que vous pouvez m'amener?» Bon, après on parle un peu du nombre de toiles qu'il veut, tout ça. Bon, bref. Et puis bon, je rentre le soir à Gilles, je raconte l'histoire, je dis: «Ah non, mais enfin, Mais moi, je connaissais pas, donc je vis Thomas, jamais 200 toiles», je lui montre sur YouTube, je dis: «C'est ce gars-là que j'ai vu». Alors il dit: «Non, mais non». Je dis: «Si». Et donc et après, on va dire peut-être, je laisse le temps passer, et puis un jour, je viens voir le galeriste parce que on allait souvent échanger avec lui et tout, et puis je lui pose la question et je lui dis: «Non mais franchement, c'est tu pas fait quand même, de la télé à un moment donné dans ta vie?» Parce qu'après bon, je le tutoyais et tout, et il me fait: «Si, si, bah si, je faisais, j'étais dans AB Productions, je faisais des séries et tout». Je fais: «Mais alors, donc c'était bien toi?» Il fait: «Oui, oui, 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 c'est bien Donc moi. tu connais Béné. Donc tu connais Bénédicte, tu connais Josette, tu connais Hélène», et donc j'étais complètement. Et donc voilà, c'était rigolo, mais effectivement, en fait, il s'était réorienté après cette phase de comédien, et il avait monté avec son frère, dans un premier temps, une galerie, et c'est comme ça, en fait, qu'il était arrivé dans le milieu de l'art, en fait. Voilà. Donc c'était pour Bon, la bah, petite c'est histoire. très Vous voyez, bien donc tout des ça. fois, et puis c'était Fan. voilà, c'était complètement irréel, quoi, quand j'ai passé ce. Donc c'est pour ça que des fois on se prépare en fait à un rendez-vous et ça se passe pas du tout comme on l'imagine. Non, et puis pour revenir à parce qu'il s'appelle Franck, et pour revenir à Franck, en fait, c'est un mec hyper cool et hyper carré, et voilà, donc c'est quelqu'un qu'on apprécie énormément parce que, ben, quand il était payé du client, il nous payait directement. Enfin, voilà, il y avait pas de: «Oui, tiens, je te paye dans 3 semaines, attends, il attend», voilà. Non, c'était carré, nickel, feuille de stock, enfin voilà. Donc on n'est pas aussi dans il sait très bien parce que son frère enfin son frère est Et artiste aussi, ou artiste, ouais. sculpteur. Donc l'idée, c'est que il sait très bien, il connaît très bien les problématiques des artistes. Donc là, c'était aussi du bol de tomber sur quelqu'un qui était vraiment comme lui, hyper cool, courtois, voilà, formel aussi sur sa Mmh. partie business. Donc c'était très bien, c'est très formateur. Ouais, donc voilà, non, mais j'ai jamais demandé d'autographe, Gaëlle. Je suis désolée, j'ai jamais. En fait, pourtant j'ai eu des occasions moult fois, mais je n'ai jamais demandé. Alors donc, et vous, est-ce que vous avez eu des trucs un peu sympas? Donc là, je vois Artoni que moi j'ai jamais rencontré l'un des acteurs de Dactari. Ouais, mais là c'est vraiment Bah ancien là. La Dactari, c'est pas notre génération. Moi, je c'était connais, avec hein. si Dactari, c'était avec le lion Clémence qui louchait, non? C'est ça? Il y avait un truc comme ça? Hein? Ça, je Je pourrais crois que pas le te lion il dire. s'appelait Clémence. Et donc voilà, donc est-ce que vous avez eu de vous des petites choses un peu sympas, petites anecdotes? Des choses Un un peu qui sortent de l'ordinaire, quoi. C'est vrai que c'est. Mais c'est vrai que c'est très marrant comme histoire, comme dit Valérie. Oui. Et après, après on peut parler, en attendant, du petit vernissage, sur YouTube. Ah oui, le vernissage animé? Ouais, ouais. Alors, oui, là pareil, c'était, j'ai fait une rencontre en fait lors, d'une exposition à Monaco, quand j'ai exposé, dans une galerie. Et là en fait, j'ai rencontré, ce jour-là, il y avait une illustratrice aussi qui était venue à mon vernissage, qui s'appelait Daria, et en fait qui était russe, mais ouais, russe je crois, qui habitait au Canada, enfin elle habitait entre la Russie, le Canada et la France, quoi. Elle était France mais côté Côte d'Azur.
Et donc, en fait, je découvre son univers à la suite de nos échanges. Et là, je tombe vraiment d'amour sur ses illustrations. C'est très coloré, très fleuri. Enfin bon, bref, vous comprenez pourquoi je tombe d'amour. Et à un moment donné, on discutait avec Daria. Ça, c'était bien après l'expo. Hein, on était toutes rentrées chez nous et tout. Et je la vois qu'elle commence à faire des vidéos un peu en dessin animé avec ses illustrations. Et je trouvais ça très, très poétique. Et je lui dis: «Ben écoute, est-ce qu'il y a moyen de collaborer ensemble sur un projet de ce style?» Et en fait, mais autour d'une idée comme si c'était un vernissage, en fait. Et donc dans ce dessin animé, on découvrirait aussi mes tableaux par la même occasion. Et donc l'idée a beaucoup plu à Daria et elle m'a dit: «Bah écoute, je vais te faire quelque chose, puis si ça te plaît, ben du coup, voilà, tu pourras le garder et puis voilà». Et moi, j'avais dans l'optique aussi de faire un événement en ligne, de faire une grosse communication autour de ça. Et donc, du coup, elle me fait déjà des premiers rushs pour me montrer un petit peu comment elle voulait fonctionner. Et en fait, c'était complètement sublime. Donc, elle m'a montré les premiers essais, c'était sublime. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la vidéo qui est sur YouTube. Hein, si vous tapez, si vous allez sur Amélie Paris, YouTube, vous verrez vernissage illustré. Si vous tapez vernissage illustré. Et donc, elle a fait ça vraiment superbement. Et donc, moi, je me suis occupée de la communication. On a fait comme si c'était un vrai vernissage en fait qu'on lançait. Ça me permettait aussi de montrer des tableaux que je n'avais jamais dévoilés auparavant. Et donc, on a fait une sorte de grosse communication en disant voilà, que ça serait en ligne à telle date. Voilà. Et en fait, ça a beaucoup plu ce projet-là parce que c'est quelque chose qui dure en 1 minute. Hein. C'est vraiment une sorte de petit clip, peut-être 1 minute ou 2, vous voyez. Mais c'est vrai qu'on l'avait lancé, on l'avait vraiment travaillé comme si c'était un vrai vernissage et qu'on allait recevoir des gens dans une salle et voilà. Et là, tout était virtuel. C'était en 2013, donc ça remonte à un petit moment. Mais ce projet-là avait beaucoup été, comment dire, il y avait des blogs qui en avaient parlé en disant qu'ils trouvaient vraiment le concept beau, qu'en plus l'association des deux créatrices marchait superbement bien. Donc on a eu ouais, des gens qui ont vraiment apprécié et qui ont repartagé en fait cette actualité. Donc ça peut être aussi pour vous une idée inspirante, sachant que voilà, des fois on peut pas en ce moment faire tout ce qu'on veut à l'extérieur. Donc il y a des choses comme ça virtuelles, des collaborations avec des artistes qui ont aussi des compétences que vous n'avez pas. Et du coup, en s'associant à tous les deux, ben ça fait un pouf et ça marche bien. Voilà. Alors, pour répondre à Emma, le lien, c'est YouTube sur Émilie Paris. Non, ça, je l'ai laissé sur. Voilà, c'est sur Amélie Paris. Tu tapes YouTube Amélie Paris et si tu tapes même vernissage illustré, peut-être que tu tomberas dessus directement. Sinon, si Gilles le retrouve tout à l'heure, il le mettra dans le lien. Oui, je vous l'enverrai tout à l'heure voilà. éventuellement. Sinon, il enverra après le mail. Alors après, oui, il y a d'autres choses sympas aussi, évidemment, mais on va passer à oui, quelque parce chose. qu'il est 40. Et donc, oui, donc c'est relever les défis. Donc je vais renvoyer, comme tout à l'heure, le petit commentaire, le petit Paul. Donc là, moi, je vais épeler les histoires. Et puis Émilie va épeler. Et puis après, c'est plutôt Gilles qui va en parler, parce que c'est vraiment Gilles qui a vraiment su gérer ça d'une main de maître. Alors, donc ça a été une occasion d'exposer en galerie. Ça, c'était à Bordeaux. C'était en 2013. Raté. Une occasion ratée, ouais, d'exposer en galerie à Bordeaux. Après, en histoire 2, mes tableaux emprisonnés dans un commerce. Et ouais, et ça, c'était dur, parce que le commerce avait fermé. En 3, une exposition fantôme à New York. Alors ça, c'est plutôt pas mal, ça. En 4, on avait une dette impayée d'un galeriste. Voilà, parce qu'il y a un galeriste qui me devait de l'argent. C'était pas Franck, hein, je vous rassure. Non. Non, avec Franck, on a gardé super bon contact. N'oubliez pas que je suis fan. Donc 5, une organisation catastrophique d'un salon d'artistes. Alors là, ça a été vraiment la cata ce jour-là. C'était vraiment un truc n'importe quoi. En 6, un tableau plagié par une artiste. Voilà. En 7, une expédition de tableaux catastrophiques en 2018. Une expédition, pardon, de tableaux catastrophiques en 2018. En 8, l'ultra-exigence d'une cliente. Oui, là, c'était lors d'une commande, en fait, privée. Et en 9, un restaurateur pas très coopératif lors d'une exposition, enfin, lors de la fin d'une exposition. Voilà. Donc le restaurateur, c'était celui qui m'avait invité à faire l'exposition dans son restaurant. En fait. Bon, alors, qu'est-ce qui vous plaît? Attention, il y a un combat entre le 6 et le 7, là. Non, entre le 6 et le 5. Allez, le 6, le 5, le 8. Là, Ah oui, le tableau plagié. Donc, est-ce que tout le monde a voté?
Est-ce que tout le monde a voté? N'hésitez pas à voter, voter. Bon, là, il Donc, n'y a rien à gagner à part l'histoire qui est c'est ça. délivrée, en fait. C'est ça ce que vous avez à gagner. Ah, je vois que le 6 plaît beaucoup. Eh ben oui, J'aurais tu pensé m'étonnes. que ça n'aurait pas été le cas, mais bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à raconter l'histoire et puis toi, tu prendras le relais Ouais. sur la fin de l'histoire. Oui, si tu veux. Après, je te laisse. Bah, on va commencer par le 6, puisque là, il est à 36%. Ouais, je crois que le 6, là, il Bah, est je vais plutôt- arrêter parce que je vais arrêter Alors, le donc, il y a sondage. 6 et après, il y a Attends, quoi il va y avoir le tac. Donc là, normalement, vous pouvez voir le sondage Donc, par 6, rapport au chat. Voilà, 6. Pardon, excuse-moi, je reviens sur le calendrier. Alors, 6, après, il y avait Donc, on 5. a dit le 6, le 5, le 7 et le numéro complémentaire. 6, le 5, le 7. Voilà, et le 7-8. 7 et 8. 7 et 8. Ex aequo. Alors, 6, 5. Donc, 6, c'est un tableau piégé par une artiste. Voilà. Alors, donc voilà, donc du coup, je vais raconter le début et puis Gilles prendra la suite. C'est ça. Alors, comment ça s'est passé? En fait, vous savez, j'ai une grosse communauté de personnes qui me suivent. Et puis un jour, je découvre, et souvent on me dit, lors enfin, de petits échanges avec certains artistes, il y a des artistes qui me disent, ou des personnes qui me suivent, qui me disent, ah, j'ai vu une fille ou un gars fait un peu comme toi, des fleurs avec des filles. Bon, alors après, attention, hein, le plagiat, c'est pas quand on fait des fleurs avec des filles. Là, là-dessus, il ne faut pas du tout s'alarmer. D'ailleurs, souvent, c'était un petit peu une alerte qui n'avait pas réellement, voilà, ou qui n'avait pas besoin de donner de suite, parce que bon, je voyais une nana avec une fleur, je disais, ok, d'accord, bon, bah, tout le monde peut faire des nanas avec des fleurs, il n'y a pas de problème. En revanche, un jour, je reçois pareil, une petite alerte de quelqu'un de ma communauté qui me dit, regarde, tiens, telle personne, c'est bizarre, j'ai cru au début que c'était ton tableau. Et donc, je regarde, je vais sur le compte de la personne, effectivement, et je vois mon tableau. Alors, reproduit à l'identique, réellement, donc pas de changement du tout. Couleur identique, motif identique, plaçage des éléments identiques, rien de nouveau, c'est-à-dire il n'y a pas de choses apportées par le nouvel artiste, en tout cas, il n'avait rien rajouté de nouveau sur le tableau. Il avait vraiment... Mais vraiment, même chose. C'était comme On voyait très bien que c'était pas Émilie qui avait dessiné, Voilà. mais c'était exactement pareil. C'était pareil, sauf que le niveau était un peu plus faible. Voilà. Beaucoup plus faible, je me permets, parce que, évidemment, beaucoup plus faible. Et donc, du coup, je vois ça, et puis je vois surtout dans les commentaires, je ne vous dis pas sur quelle plateforme ça s'est passé, mais ça s'est passé sur un réseau social. Et donc, je vois les échanges, et je vois à un moment donné que il y a quelqu'un dans le commentaire qui dit: «Est-ce que ce tableau est à vendre?» Et la personne qui avait réalisé ce tableau disait: «Oui, bien sûr». Et donc après, c'était: «Bon, ben OK, je vous communique par privé. OK, d'accord, on continue en message privé, il y a pas de problème». Et donc là, je comprends qu'il y a une personne intéressée qui va acheter un tableau et que ce tableau est à copie identique du mien, mais vraiment copié-collé. Et donc là, du coup, la moutarde me monte au nez, surtout qu'en plus, je suis citée nulle part dans les commentaires, ni dans l'image, ni rien du tout. Il n'y a pas de crédit qui me mentionne. Et Enfin, en là, même temps, peu importe. De toute façon, c'est pas l'objet, voilà, c'est pas peu l'objet, importe. quoi. Mais bon, de toute façon, là, du coup, là, il y a un problème. Et donc là, c'est Gilles qui prend la suite. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes plagié ou que quelqu'un, oui, Marlène, on a vu le 4, mais en fait, le 4, c'est pas, on n'en parlera pas, parce qu'on va parler des 4, 6, 5, 7, 8. Voilà. En fait, voilà, la problématique, c'est que tout le monde veut réécrire à cette personne en disant ouais, enlève ça, c'est interdit, blablabla. En fait, faut pas. C'est-à-dire que vous prenez les photos de la personne qui vous a plagié, les photos sur les réseaux sociaux, ou vous allez sur son site si jamais c'est en vente sur son site, ou quoi que ce soit. En gros, l'idée, c'est que il faut vraiment prendre conscience que si vous n'avez pas d'éléments factuels, vous pourrez pas aller voir l'avocat, parce que l'avocat, lui, ce qu'il va définir, il va aller voir l'huissier ou un expert qui va prendre en charge les copies d'écran de ce que vous avez montré. Qui va les certifier. En fait. Qui va les certifier. Donc, ça veut dire que vous, ce que vous avez fait, ça ne va pas forcément être pris en compte parce qu'il va falloir une expertise certifiée par un huissier ou autre chose sur le réseau social pour dire cette personne a bien mis tel tableau en vente, on voit bien que c'est voilà. Donc, c'est très important déjà de ne rien dire à la personne et de ne pas lui envoyer un petit mail. Alors, évidemment, pour ceux qui ont participé au bootcamp ou à d'autres formations, je répète que il faut balancer le truc. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une balance entre est-ce que c'est hyper grave, est-ce que c'est un petit blogueur
qui a juste pris une toile, qui a voulu faire un test, ou c'est quelqu'un qui l'a fait pour revendre ça via une galerie ou machin. En gros, est-ce que c'est un petit problème ou est-ce que c'est un très gros plagiat et est-ce que ça peut vraiment vous porter préjudice? Donc, si c'est quelqu'un qui est vraiment petit, un petit blogueur ou une petite blogueuse, artiste, dans ce cas-là, vous pouvez juste lui écrire un petit mail, lui dire bon, bah, t'enlèves le tableau, là, c'est pas bon, blablabla. Mais si ça commence à être un petit peu gros et que ça peut poser problème. Et que vous là, voyez que c'est un artiste qui est depuis un moment sur les réseaux sociaux, qui fait beaucoup de tableaux, qui propose donc des tableaux d'autres artistes. Là, du coup, ça peut être un peu plus problématique. À ce moment-là, vous pouvez intervenir avec une personne qui est vraiment spécialiste là-dedans et qui va vous aider. Donc déjà, donc avant toute chose, c'est si vous voyez que là, c'est un gros poisson ou en tout cas, c'est un gros problème, vous vous dites, bon, ben, ok, je tente rien et je fais appel à des personnes qui vont le faire comme il faut, quoi. Donc là, l'idée, c'est de ne pas s'énerver. Et puis, c'est voilà, de demander à une avocate de récupérer les informations pour qu'elle puisse valider avec un huissier tout le tintouin. Et après, un petit courrier recommandé, voilà, ça fait pas de mal. Et ça permet de dire à la personne, voilà, on a bien vu que tu avais fait des trucs qui n'étaient pas bien. Donc, ben, je te précise que. Donc, l'idée, nous, on a fait exactement ça. On a renvoyé un courrier recommandé à l'artiste peintre. On était, et je vous cache pas que nous, on est cool. On est hyper cool. Et on n'a pas envie d'avoir de problématiques de ce type-là. Mais là, en fait, on s'est dit non, mais il faut pas lâcher le truc. Il faut pas lâcher le truc parce que il faut montrer un petit peu qu'on est là. Donc, on a fait envoyer un courrier recommandé par notre avocate et la personne donc a payé, en fait, en dommages et intérêts, a payé les frais d'avocate, les frais d'honoraires de l'avocate. Donc, on lui a pas demandé 10 000 €. On lui a juste dit de payer les frais d'avocate. Voilà. Mais c'est pas quelque chose de facile. Et évidemment, elle a récupéré la toile. Ou l'avocate. L'avocate a récupéré la toile et elle l'a cassée, enfin abîmée, découpée, enfin ce que vous voulez, quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que pour répondre un peu à Pascal, là, ce qui m'avait gêné, c'est qu'elle, elle faisait commerce de ces toiles-là. Donc là, tu dis qu'effectivement, il y a des profs de peinture qui demandent à des élèves de faire des copies d'autres artistes. Tant que ça reste dans le cercle privé, qu'il n'y a pas de vente derrière, qu'il n'y a pas de commerce derrière. Et dans le cadre d'études. Et d'études, Voilà, c'est une étude. Moi, en plus, je rajouterais même que si, en tout cas, moi, si j'étais prof de peinture, j'ajouterais derrière chaque œuvre qui est copiée, et surtout si l'artiste est encore vivant, en tout cas l'artiste copié, de toute façon, l'œuvre n'est pas vendable. J'indique derrière l'œuvre que c'est une copie de tel artiste, parce que ça, je pense que c'est à mentionner, et ça, je pense qu'aussi, c'est aux profs de peinture aussi d'éduquer un peu leurs élèves dans ce sens-là, comme ça, au moins, il y aura moins de problèmes aussi par la suite. Et surtout de dire que comme on marque, par exemple, vous savez, sur un échantillon, par exemple, cet échantillon n'est pas à vendre ou n'est pas vendable, et ben c'est pareil, cette œuvre ne peut pas être vendue. Voilà. C'est une copie d'un tel, et donc on ne peut pas en faire commerce. On ne peut pas, et on ne peut pas même, j'estime même dire que si on fait des expos, par exemple, avec les élèves en question d'un cours de dessin, je pense qu'il faut marquer même sur les cartels que c'est une copie de tel artiste réalisée par tel élève de 15 ans, machin et tout ça. Mais que ce n'est pas à vendre du tout. Et là-dessus, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une grosse éducation à faire, parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on pense que c'est open bar. Et c'est ce qui s'est passé avec cette personne-là. Non, c'est que c'est une dame. Voilà. Bravo. Bravo. Donc, voilà. Et donc, du coup, voilà, c'était possible, quoi, de faire ça avec les réseaux sociaux. Donc là, je pense qu'il faut être très, très vigilant. Il faut aussi estimer s'il y a vente derrière, s'il y a un business derrière, effectivement, là, on peut agir. S'il y a pas... si le jeu en vaut la chandelle, en fait. Exactement. C'est-à-dire que si vous commencez à payer un avocat, je sais pas moi, c'est 250 € de l'heure sur Paris. Donc voilà, si vous commencez à un petit courrier, ça peut-être fait 2 heures ou 1 heure. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire appel à un avocat, un huissier, un machin, pour qu'un petit blogueur vous renvoie un truc, ah, pas de problème, j'ai oublié, oui, je l'enlève tout de suite, je le casse, je vous le renvoie ou quoi que ce soit. Il n'y a pas vraiment besoin, mais par exemple, il y a d'autres marques qui vont pas s'empêcher de carrément de faire de la copie, qui vont récupérer des photos, par exemple, de blogueuses ou de blogueurs. Ou des modèles. Ou des modèles. Et ça, c'est des grosses boîtes. Je ne citerai pas de nom, et ça peut aller très loin. Mais le problème, c'est que quand vous êtes une petite blogueuse ou une petite créatrice, je ne dirais pas de quoi, mais une petite créatrice, franchement, face à des grosses boîtes qui ont qui ont une armée d'avocats. C'est vrai. Est-ce que, alors oui, voilà, ça vous fait ruminer un petit peu,
Mais c'est est-ce souvent que, le est-ce pot que de terre contre le pot de vraiment fer, quoi. vous voulez vous prendre la tête avec des grosses boîtes qui vont voilà, qui vont vous assigner en justice et vous n'allez pas vous en sortir vivant. C'est ça le problème. Donc Après, il y c'est a l'affaire avec Jeff Koons. Jeff Koons avait perdu. C'est donc voilà, le photographe qui avait, enfin, il y avait une histoire avec une marque aussi. Il avait fait, il s'était inspiré d'une marque française, enfin pour faire une illustration, pour faire une sculpture. Et ouais, et il avait dû aussi, il avait perdu quoi face à ça. Donc je pense que là-dessus, il faut être bien vigilant. Et puis si comme dit Gilles, si ça en vaut la peine de le faire, oui. Euh, Après. Je pense que c'est aussi à, comment dire, aux profs de dessin, aux profs de peinture aussi, d'expliquer les choses. Parce que je pense que des fois, c'est pas expliqué. Donc, bon, c'était pour la petite anecdote sur Alors le plagiat. juste pour Gaël, en fait, il y a pas de souci, hein, au niveau de la copie, si tu le fais dans le cadre d'un atelier en marquant voilà copie derrière. Parce que c'est bien aussi de savoir copier une toile pour reprendre un petit peu les La différents, technique. la technique, les différentes couleurs, récupérer un petit peu. C'est pas mal parce que ça permet vraiment un bel apprentissage de la peinture. Mais voilà, faut considérer que on peut pas le vendre. C'est Mais ça. ça Et après, c'est faut juste le marquer puis, derrière et l'implémenter, enfin en il tout faut le cas l'inculquer. marquer, il faut dire que c'est une copie d'un tel. Ça, je pense que c'est hyper important. Et je pense que si c'est mentionné, l'artiste sera moins, en tout cas celui qui a été copié, sera moins embêtant parce que vous l'avez mentionné quand même derrière la toile. Si en plus vous dites que l'œuvre n'est pas à vendre, ça aussi c'est important de le mettre derrière la toile, directement sur la toile, pas sur un papier collé, mais vraiment écrit sur la toile, comme sur si vous dessinez, pareil sur une aquarelle, hein, vous l'écrivez derrière le papier, quoi. Donc Ok, voilà. alors on va passer au cinquième, donc c'est l'organisation catastrophique, donc je te laisse raconter le début, puis Alors oui, donc c'était en 2000, je sais plus exactement, 2016, 2015, non non 2009, 2011. 2009, Ah oui, 2009, 2011, 2009, 2009. 2010. Donc oui, alors là c'était, en fait, je m'étais inscrite à un salon d'artistes à Paris, qui allait être au Carrousel du Louvre. Alors vous savez, au Carrousel du Louvre, il y a beaucoup de salons qui passent, hein, vous avez différents salons. Ce salon n'existe plus, donc c'est pas la peine de le chercher ou de me dire est-ce que c'est un tel, est-ce que c'est un tel. Ce salon n'existe plus, il a été complètement dissous. Donc du coup, je vois un salon au Carrousel du Louvre. Il y avait des candidatures ouvertes sur le site pour postuler. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, j'étais au tout début de ma carrière, puisque c'était en 2009, j'avais commencé en 2008, donc ça faisait à peine un an. Je me dis, ok, d'accord, bon, les candidatures étaient gratuites, donc je me dis, ok, on y va. Donc, je me lance, je fais les candidatures, et puis là, je reçois 15 jours ou 3 semaines après une réponse comme quoi je suis sélectionnée et je fais donc partie du salon. Parce qu'il y avait une sorte de sélection au début, enfin, je sais plus trop, ça remonte Ouais, à ouais, une sélection, ouais, on va dire ouais, ça comme une ça. sorte de sélection. Mais en fait, il n'y avait pas de sélection. C'était voilà, tout le monde était OK. Et donc, on arrive. Donc, moi, je prépare l'installation du salon. Je reçois les éléments que les organisateurs m'envoient. Bon, je trouvais quand même que c'était un petit peu dissous leur À l'arrache. communication, que quand on les appelait, on n'avait pas toujours l'information, ou quand on envoyait des mails, on n'avait pas d'informations. Donc je me dis, bon, ils doivent être hyper busy, overbookés, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas la possibilité de répondre à tout le monde. Bon, pas grave, je continue. J'arrive le jour de mon exposition, donc je me retrouve face à plein d'artistes qui étaient pareils que moi, avec leur tableau sur le dos, leur sac, leur machin et tout ça pour installer le stand. Et là, on est face aux organisateurs, donc c'était 3 personnes, et on sent quand même qu'il y a un manque comment dire? Un manque D'expérience, ouais, d'expérience, qui sur sont un l'organisation de peu salon. complètement sous l'eau, qu'ils n'arrivent pas à gérer, les nouvelles arrivées, les nouveaux artistes, les artistes qui arrivent, les artistes qui partent, les artistes qui demandent des questions, enfin Je crois bref. qu'ils avaient monté les stands, mais ils n'avaient pas mis les En chaînettes. fait, voilà, ils n'avaient pas installé complètement toutes les parois. Vous savez, les parois qui permettent de délimiter les stands, elles n'étaient pas complètement montées. Il manquait des éléments, les spots, les cimaises, les chaînettes. Enfin, il manquait plein de choses. Et donc là, on arrive, on s'installe. Ils nous donnent un numéro. Finalement, on arrive à trouver. On s'installe, on accroche nos trucs nous-mêmes. Bon, ça c'est normal aussi, hein, donc là, on ne va pas s'affoler. Mais on sentait quand même que on les voyait vraiment, ils étaient transpirants, les mecs, complètement dans le jus. Et puis la cata, ça a été vraiment le jour du vernissage en fait. Le jour du vernissage, nous, on attendait que les gens arrivent, donc c'était de telle heure à telle heure, l'invitation. Et en fait, il y avait personne, quasiment personne dans le. Et on se dit mais c'est pas normal. Bon, on avait remarqué quand même qu'au niveau de la communication, ils n'avaient pas vraiment joué le jeu. Mais à un moment donné, il y a une des hôtesses qui nous dit, ou un des artistes, je ne sais plus, qui nous dit:
oh là là, là-bas, je ne sais pas ce qui se passe à l'entrée, mais en fait, ils ont fait arrêter tout le monde, tous les gens qui arrivent sont arrêtés. Je ne sais pas pourquoi, il y a un monde fou à l'entrée, mais ça n'avance pas. C'est-à-dire qu'ils restent bloqués, il manquait les badges ou je sais pas quoi. Et bref, c'était le bazar. Moi, j'avais des amis qui étaient invités au vernissage puisque j'avais fait aussi ma com, hein, de mon côté. Et en fait, il y avait des gens qui m'appelaient, qui me disaient: «Non mais Émilie, c'est pas possible, il y a un truc là, c'est plein partout, on peut pas rentrer, ils nous bloquent à l'entrée, c'est le bazar, je sais pas si je vais pouvoir rester parce qu'il y a vraiment trop, trop de monde, il fait hyper chaud». En plus, c'est dans la salle du Carrousel du Louvre, donc c'est en bas, il faisait super chaud. Et en fait, là, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui vont pas. Ouais, il y a plein de choses qui vont pas et donc là, on comprend en fait qu'on est face à des gens qui organisaient ça, mais qui n'avaient pas du tout l'habitude d'organiser des Enfin, salons. c'était pire que ça, en fait, c'était des arnaqueurs et des voleurs. C'est ça. En plus, ils avaient, apparemment, le salon avait déjà eu lieu l'année dernière, mais faute de je sais plus quoi, c'était en fait, le salon où moi je participais, c'était en fait le doublon du salon qui avait été annulé l'année dernière, quoi. Et donc du coup, on se rend compte que, il y a quelque chose qui va pas avec ce salon, que c'est la panique totale, qu'en plus, ils n'ont pas fait de com, donc à part le vernissage où il y avait beaucoup de monde, mais parce que c'était les artistes qui avaient communiqué sur leur événement, on n'a pas eu on a eu personne en fait qui est venu. On a eu personne. Donc ça a été vraiment, pour ça En fait, une c'était une galerie qui était, voilà, qui avait ouvert. Le gars, en fait, est un escroc. Et là, je vous cache pas qu'on a là, au bout de 10 ans, donc puisque beaucoup d'artistes ont porté plainte contre cette personne, enfin, en tout cas, contre la famille et d'autres associés. Et là, là, le tribunal va œuvrer justement dans le bon sens, j'espère, au mi-juin. ça fait Et 11 ça ans. fait depuis 2009, Ouais. voilà, qu'il y a donc voilà, donc c'est pas, la vie est pas rose tous les jours, hein. Vous avez l'impression, peut-être pour certains, que Gilles et Émilie, c'est cool, mais pas tant que ça. Ça dépend des fois. Quelquefois, c'est sympa, mais quelquefois, c'est un peu moins sympa. Donc moi, je vais prendre un peu cette partie administrative. Et là, on s'est dit, ouais, la semaine dernière, ouais, 11 ans quand même pour que, entre la plainte, alors il y a 250 plaintes d'artistes contre cette personne et ces associations de malfaiteurs, entre guillemets. Et donc l'idée, alors là, oui, il y en a beaucoup en général, mais là, c'était vraiment grave. On avait aussi, On et avait monté encore, une il y avait une il y a une association qui était assoce qui s'est montée. montée contre eux. Il y a aussi pas mal de choses administratives. Enfin bon, bref. Heureusement que moi j'étais derrière aussi parce qu'on s'en est sorti pas trop mal, mais il y en a qui ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est-à-dire que cette personne-là, donc l'escroc, allait voir par exemple une dame qui avait perdu son mari dernièrement et il lui a monté un pipeau. Il a dit ouais, ce serait super de faire un truc posthume. Et elle lui a lâché 30 000 euros. D'accord? 30 000 euros pour rien. Donc faut faire hyper attention. Nous, on a fait hyper attention, mais après. Donc voilà, donc l'idée, c'est très très compliqué. Mais voilà, c'est un peu les défis qu'on a réussi à relever aussi. Mmh. On s'en est pas trop mal sorti, mais c'est vrai qu'il faut être quand même conseillé et que vous ayez des appuis et des supports. Et donc Très la important. leçon à en tirer de cette histoire, en fait, c'est que déjà, n'acceptez plus, en fait, enfin, en tout cas moi maintenant, je n'accepte plus des salons que je n'ai pas visités moi-même en tant que visiteuse. Des salons, auxquels je me suis pas renseignée avant auprès d'autres artistes pour dire: «Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Tu as déjà exposé? J'ai vu que tu as exposé». Donc renseignez-vous avant tout événement maintenant. Moi, c'est ce que je fais systématiquement, heu, parce que je me rends compte qu'on est très sollicité par internet, on est très sollicité par mail et c'est vrai que quand on démarre, on n'a pas les réflexes, on n'est pas armé ou en tout cas on n'est pas équipé pour affronter ce genre d'événement qui peut être très démoralisant, très démotivant et puis, mettre fin même à une carrière artistique parce que la personne est complètement anéantie par cet événement et peut vraiment tout lâcher. Moi, on avait la chance d'être à 2 avec Gilles et de se soutenir. Mais peut-être que si j'avais Et été dans d'être une aidé par l'association et aussi. d'être aidée par l'association parce que si j'avais été dans un autre cas, peut-être que ça m'aurait complètement, voilà. Et donc c'est pour ça. Maintenant quand vous faites un événement, que ce soit, un journaliste qui vous contacte, ou, pour une demande de magazine par exemple et que surtout c'est payant, que voilà et ben renseignez-vous. Ah, regardez les avis, écrivez à un tel ou à un tel pour savoir, ce qu'il en pense. Franchement, moi quand je reçois ce type de mail de la part d'artistes qui veulent avoir des renseignements sur telle ou telle galerie, je donne l'information. Donc n'hésitez pas franchement là-dessus, je pense que là-dessus, il faut vraiment être solidaire et puis si en plus on a les bons réflexes avant, on se jette pas dans la gueule du loup.
on aura moins de problèmes et moins comment dire, de situations un peu rock'n'roll ou rocambolesques. Voilà. Alors, est-ce que l'expédition tableau, catastrophique, Ah tu voulais oui! parler de quoi? Parce que moi, Alors ça ça, me c'était avec en Autriche. d'accord, OK. Voilà. Alors là, c'est pour encore une leçon à tirer. Avec ma galerie autrichienne, on fait souvent j'envoie souvent des toiles, en fait. Et là, ça s'est passé en 2018 et je suis dans la galerie depuis 2009-2010, quoi. Ça fait très longtemps que je suis chez eux. Donc je n'ai jamais eu de soucis, sauf qu'un jour, j'envoie une toile et le galeriste la reçoit. Et en fait, ce jour-là, il n'était pas tellement très dispo, peut-être au téléphone en même temps que le livreur arrive. Et il ne fait pas attention au fait que le carton qui est arrivé, en fait, est abîmé. Le livreur est un peu malin, il dépose le carton du bon côté, on va dire, contre le mur, et le côté un peu abîmé, ne se voit pas tout de suite. Donc du coup, le galeriste, lui, il voit que tout est bien, enfin, il le voit de loin, et puis 3 jours après, en fait, il décide de le déballer. Et là, c'est le drame. Et là, c'est la cata de chez cata. En fait, il se rend compte que le tableau, il est perforé de l'intérieur, quoi. Il y a je ne sais pas ce qui est tombé dessus, je ne sais pas ce qui a percuté Non, il dedans. était complètement cassé, c'est-à-dire que Il le était cadre était il comme était ça en V. plié comme ça, un gros trou au milieu, enfin bon, un truc, voilà. En C'était un gros, tableau qui ouais, faisait 130 par 89 ouais, pour en vous gros, donner l'idée, je une pense que sur un Fenwick, donc un transpalette, les gars, ils ont dû se prendre un coin de mur dans l'entrepôt. Et en gros, vous voyez ce que ça fait. Si vous prenez un carton avec un tableau à l'intérieur dans un coin, ça fait mal. Donc, quand on a vu les photos, on était super contents. D'où l'intérêt aussi alors déjà de s'assurer via le transporteur si vous n'avez pas une autre assurance à côté. Par contre, si vous avez une assurance spécialement dédiée à l'art pour votre stock, pour les transports, c'est très bien. Donc, pas besoin, si vous avez une assurance déjà à côté, de souscrire pour la partie de souscrire l'assurance du transporteur, qui est très chère. Mais voilà, si c'est une fois de temps en temps, il n'y a pas de souci. Donc, faites attention à vos transports parce que ça, voilà, là, c'était 3 800 € perdus. D'accord? c'est ça. Donc, voilà, ça fait un peu mal. Et alors heureusement encore que le gariste ne l'avait pas vendu, ne l'avait pas pré-vendu, c'est-à-dire que c'était pas quelqu'un qui voulait cette toile, mais ça veut dire que c'était une toile qu'on n'a pas pu vendre. Voilà. Donc c'est toujours cette problématique. Alors ce qui nous a sauvés, c'est qu'on était assurés, une assurance indépendante du transporteur, en fait. Ce qui nous a sauvés aussi, le deuxième effet qui se coule, c'est qu'on avait pris des photos avant, lors du paquet qu'on avait envoyé. On avait pris en photo. D'ailleurs, je vous conseille vivement, chaque fois que vous faites une expédition, vous prenez en photo sous toutes les coutures et avec un mètre. Vous mettez en fait votre mètre pour montrer telle dimension en largeur, telle dimension en longueur, telle dimension en hauteur. Comme ça, vous mettez un mètre de maçon et vous montrez bien un plan éloigné où on voit le mètre qui va de bout en bout et un plan rapproché qui montre le mètre avec le chiffre qui apparaît. Et donc, nous, ça nous a sauvé aussi ce type de photo qu'on a envoyé en disant, nous, on l'a fait partir comme ça, il était emballé comme ça. Donc, tous ces éléments-là, mis bout à bout, ont pesé lourd dans notre dossier et donc on a réussi à se faire rembourser. Donc là-dessus, en tout cas, on a réussi à se faire rembourser et ça, c'était important parce que des fois, on a conscience, on se dit oui, une assurance, ça sert à rien. Mais comme dit Gilles, c'est quoi ta petite phrase? Ah oui, on paye toujours trop cher d'assurance, sauf quand on en a besoin. Voilà. Donc du coup, c'est ça. Ouais, et l'idée, c'est que justement par rapport à la taille du colis, peu importe la taille, c'est vraiment juste pour mettre la photo parce que souvent les transporteurs peuvent faire des erreurs. Nous, on s'est trouvé une fois avec des œuvres qui ont été expédiées. On avait fait un volume qui est, je sais pas moi, 1 mètre cube, par exemple, et en fait, ils me facturaient 3 fois les dimensions. Donc à un moment, je comprenais pas parce que c'était régulier en plus. C'était tous les mois ou tous les 2 mois, on avait toujours cette facture en doublon ou en triplon qui arrivait. Et qui était beaucoup plus cher. Et qui était beaucoup plus cher que ce qu'on avait envoyé. Donc et à un moment, j'arrive et je lui dis, bon, voilà, je comprends pas, j'envoie des recommandés, j'ai le service client. Et en gros, ils se sont aperçus qu'ils pesaient, alors c'était des grandes toiles, ils pesaient les grandes toiles sur des palettes. Ils pesaient la palette avec et ils prenaient les dimensions avec la palette. Forcément, ça vous double, voire ça vous triple la palette. Donc prenez bien les dimensions. Je le répéterai jamais assez. Prenez les dimensions quand vous envoyez quand votre tableau est prêt
est prêt à partir. Parce que si vous prouvez que votre tableau il faisait 1 mètre sur 1 mètre et pas 1,50 m sur 1,50 m, c'est nickel. Mais faites attention. Après, les noms des transporteurs, moi je veux dire, c'est DHL, UPS, TNT, c'est tous en fait. Mais c'est pas, en fait, c'est pas qu'il était malhonnête, c'est juste que c'était dans l'entrepôt, il faisait ça à l'arrache. Après, ils font ça à l'arrache, ils font tous ça à l'arrache. Donc, il n'y en a pas un finalement qui. À part si vous prenez un transporteur spécialisé dans l'art. Alors là, ça va vous coûter une blinde. Et oui. Les mecs, ils arrivent avec des gants blancs, ils réceptionnent votre paquet sans le salir. Ils le posent dans des espèces de rails. Le truc, il peut pas bouger, il peut pas tomber sur notre paquet. Mais ça coûte très cher le déplacement. Et effectivement, il n'y a que les musées ou les fondations qui peuvent se permettre ce genre de transport parce que le coût est terrible. Donc après, nous, on passe par UPS, TNT, FedEx. Ils ont tous à la même enseigne. Ils ont tous les mêmes process d'expédition. Ils ont tous les mêmes façons de faire. Et donc, que je vous dise, ben c'est l'un ou c'est l'autre, peu importe, de toute façon. Moi, on a eu des petits cas de figure avec tout le monde. Et là, pour répondre à Sandrine, non, c'est ce que je disais, c'est tu prends une assurance transporteur si tu n'as pas d'assurance spéciale art avec un, on va dire un assureur spécifique. Donc là, tu prends par exemple TNT, tu prends ton assurance chez TNT si tu n'as pas d'autre assurance qui te protège. Par contre, si tu as une assurance spécifique pour ton art, pour les transports et ton stock et ton atelier, tu n'as pas besoin de prendre l'assurance du transporteur. Voilà. Donc, c'est vraiment, voilà. Alors mais l'assurance transporteur est vraiment très chère. Oui, elle est vraiment très chère. Et puis, est-ce qu'ils assurent l'art? Je ne crois pas, TNT. Oui, mais ça, c'est en fait, ils assurent, ouais, c'est moyen. Donc, il vaut mieux avoir un truc spécial. Ouais, à l'écart. Il vaut mieux être à l'écart de ce que propose le transporteur parce que des fois, c'est pas très clair, c'est écrit en tout petit et tout ce qui concerne l'art, en fait, on est souvent un petit peu les chats noirs des transporteurs, quoi. Donc, du coup, ils n'aiment pas trop. À très vite, en tout cas. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt. Bonne soirée.